Alors, pensez-vous que la viande que nous consommons peut avoir le goût des prairies sur lesquelles les vaches ont pâturé? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités. Sonia Anemich, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes éleveuse de limousines, de vaches limousines dans la Brenne, et elles sont à l'herbe pendant 95% de leur temps, c'est bien ça? Exactement. Michel Duru, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, spécialisé justement dans les systèmes de pâturage et aussi dans les acides gras. Très bien. Oui. Johan Lanoé, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef de projet chez Jean Rosé, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Philippe Auguin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes restaurateur à Barbizon et vous avez été boucher pendant plus de 30 ans. Exact. Alors Johan Lanoé, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quels sont les critères aujourd'hui que recherche le consommateur lorsqu'il vient acheter une viande rouge? Donc aujourd'hui, le consommateur français, ce qu'il cherche avant tout, le premier critère dans la viande rouge, c'est d'avoir une viande tendre. C'est le critère principal. Il faut que la viande soit tendre. On ne parle pas du goût ou autre chose, c'est la tendreté. Ensuite, le deuxième critère, c'est d'avoir une viande que chaque semaine, quand vous allez voir votre boucher ou restaurateur, vous avez toujours la même qualité, que ce soit homogène toute l'année. Ensuite, il y a d'autres critères qui rentrent en compte pour le consommateur français, qui est d'avoir une viande rouge vive. Donc ça, c'est dans les mœurs. Le consommateur français ne va pas acheter une viande claire, il faut qu'elle soit rouge. Et ensuite, si possible, avoir un gras de couleur viande pâle. C'est-à-dire couleur jaune pâle, tout simplement parce que la couleur du gras va donner une vision de ce que l'animal a consommé avant d'être abattu. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui va être sensible à la couleur du gras et tout de suite il va faire l'association avec son alimentation pour vous? Alors, le consommateur non, mais le boucher qui va être... Donc là je parle dans le cas dans grande surface ou en boucherie traditionnelle, le boucher va savoir reconnaître la qualité de la carcasse et pour ensuite conseiller le consommateur. Mais alors justement, Michel Duru, vous qui êtes un spécialiste du gras, parce qu'on entend beaucoup de choses, les acides gras, les oméga 3, etc. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que c'est bon pour notre santé, Oui. le gras de nos viandes? Alors, dans le gras, en général, il y a le bon et le mauvais. Oui, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés. Vous le trouvez sur les étiquettes. Donc, au mieux, ils sont neutres pour la santé, mais parfois, ils sont néfastes. Et on a à peu près, en moyenne, 20% d'excédent. Et puis après, il y a les bons acides gras. C'est les fameux oméga 3, oméga 6. Donc, c'est très important parce qu'on ne peut pas les fabriquer. Donc, ils sont indispensables pour notre santé. Mais, en France, et plus largement dans les pays occidentaux, on a un déficit en oméga 3. En moyenne, on en consomme 0,9 grammes par jour, alors qu'il en faut le double, 1,8. Et on a un excès d'oméga 6. Il faudrait que le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 soit de 4 ou 5, et il est de 10. Et la conséquence de ce déséquilibre, c'est que ça favorise les maladies dites chroniques, les maladies cardiovasculaires, certaines maladies du cerveau, le diabète de type 2. Mais justement, ces oméga, quelles sont leurs spécificités par rapport aux autres acides gras et où est-ce qu'on peut les trouver dans notre consommation? Alors, les acides gras, on les trouve dans les huiles, les poissons et tous les produits animaux. Et il faut voir, c'est qu'il y a des huiles qui sont bonnes, où il y a beaucoup d'acides d'oméga 3, comme le colza, et d'autres qui sont moins bonnes, comme tournesol. Dans les produits animaux, en fait, ce qui est important, c'est d'abord la part de l'herbe dans l'alimentation. Et notamment, dans la phase finale, dans les 3, 4, 5, 6 mois avant l'abattage. Et en gros, plus il y a d'herbe, plus il y a d'oméga 3. J'ai ici une petite figure. Un graphe, en effet. Voilà, donc vous avez ici une alimentation 100% à l'herbe, ici une alimentation 100% concentrée, et là, le rapport entre oméga 6 et oméga 3. Donc plus il y a d'herbe, plus ça descend, parce qu'il y a plus d'oméga 3, et les oméga 6 ne changent pas beaucoup. D'accord, donc il y a vraiment un lien direct entre la consommation en pâturage de nos vaches et la qualité en oméga 3, alors le rapport oméga 3. Le pâturage, ce sont des prairies de graminées naturelles ou des prairies semées, par exemple avec du trèfle violet, du trèfle blanc, de la luzerne. Et après, on donne souvent pour l'engraissement des compléments azotés, ce qu'on appelle des tourteaux. Et là, c'est pareil, c'est ce que vous avez ici. Il y a les bons compléments qui enrichissent en oméga 3, c'est le lin. Et à l'opposé, ceux qui diminuent les oméga 3, c'est le tournesol. Et à l'intermédiaire, on a le colza
et le soja. Alors, on a eu un spécialiste du tournesol dans une de nos émissions qui m'expliquait justement qu'ils ont amélioré le profil en acide gras oléique en se rapprochant des caractéristiques de l'huile d'olive. En France, on a deux types de tournesol. On a le tournesol historique qui est très riche en oméga 6, 65% d'oméga 6 et pas d'oméga 3. Et il y a l'autre tournesol qui est issu d'une mutation qu'on appelle le tournesol oléique, qui a la même composition en acide gras que l'huile d'olive. Donc il n'a que 20% d'oméga 6. Donc il est plus vertueux par rapport à l'alimentation humaine et par rapport à l'alimentation du bétail. D'accord, alors, mais justement, on comprend bien l'intérêt de l'herbe, mais est-ce que le consommateur a la capacité de savoir si la viande qu'il achète a été nourrie à l'herbe ou non? Alors malheureusement, en France, on n'a pas de label nourri à l'herbe, contrairement à ce qui existe dans certains pays, comme aux États-Unis ou bien en Hollande. Donc, il n'y a pas cette possibilité. Par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent que les élevages de bovins en agriculture biologique ont des produits, donc la composition de la viande est riche en oméga 3. Pourquoi? Parce que les élevages bio, dans une optique d'autonomie de leur alimentation pour réduire les coûts, nourrissent majoritairement leurs animaux à l'herbe, que ce soit pour le lait et la viande. Donc quand on achète de la viande bio, il y a une forte probabilité que l'animal ait été alimenté à l'herbe et donc qu'il y ait une teneur élevée en oméga 3. Alors justement, Philippe Auguin, vous qui êtes restaurateur, comment choisissez-vous votre viande et comment savez-vous que la viande que vous achetez a bien été élevée sur de l'herbe? Déjà, je la choisis avec mes yeux. Je regarde d'abord la qualité du gras, s'il est bien jaune croûteux. Après, bien jaune croûteux. Je ne connaissais pas cette expression pour la viande. Un gras qui soit bien ferme. Un gras huileux, en général, l'animal n'a pas été trop bien nourri. Parce que le gras amène quand même la qualité et le goût. Après, je regarde la couleur de la viande, je regarde la carcasse, l'âge qu'elle a, parce qu'on arrive à lire l'âge sur les os. Et après, je tombe d'accord avec mon éleveur sur le tarif ou pas, et après, j'achète. Voilà. D'accord, alors je crois que vous avez le même éleveur depuis plus de 20 ans. Écoutez, j'ai le même éleveur, il est à ma gauche, là, monsieur Charles Guidjou. Bonjour, voilà, monsieur. Donc, si vous, il est extrêmement qualifié sur l'élevage. Voilà. Et il se trouve dans quelle région, votre éleveur? Saône-et-Loire, à côté de Autun. Voilà. D'accord. Alors j'imagine que par rapport à vos clients dans le restaurant que vous tenez à Barbizon, vous informez votre clientèle justement sur ce système d'élevage pour la viande que vous proposez? Je passe énormément de temps à expliquer à mes clients, mes clients habituels ils connaissent même mon éleveur, mais je passe énormément de temps à expliquer à mes clients ce que c'est l'élevage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues entre l'élevage industriel, le lait et tout. Donc moi, j'estime qu'il faut informer le client sur la manière dont est produit la viande. Voilà. Tout à fait, de la transparence. Alors justement, Sonia Admich, vous êtes éleveuse. Alors vous avez, je crois, plus de 500 hectares sur lesquels toute l'année vos vaches vont pouvoir pâturer. Alors expliquez-nous justement comment vous avez construit vos prairies pour justement avoir ces apports suffisants pour votre bétail. Alors nous, on est sur un mode d'élevage extensif, donc les animaux passent plus de 8 mois sur les prairies. On a à peu près 80% de prairies naturelles, et sur ces prairies naturelles, on peut faire de la sursemis pour valoriser au mieux nos prairies. Et ensuite, on fait du renouvellement de prairies pour favoriser une bonne pousse et une diversification des espèces dans les prairies, qui va se ressentir après dans la qualité de la viande. D'accord, donc dans ces espèces, pouvez-vous nous les citer, nous en citer quelques-unes, parce que je crois qu'il y a vraiment une grande diversité d'espèces pour les prairies. Exactement. Alors nous, on est dans le parc naturel régional de la Brenne. C'est un terroir qui est très pauvre. On est sur des terrains acides, donc on va privilégier des espèces rustiques et pas fragiles, qui ne craignent pas l'eau, comme les fétuques. Après, on va mettre du dactyle, on va mettre du trèfle pour apporter de la protéine. Parce qu'en fait, ce qu'on veut dans les prairies, c'est que les prairies soient riches en énergie et riches en protéines pour avoir une meilleure ration. D'accord. Et vous faites également des compléments, comme disait Michel Duru, vous avez besoin? Exactement. Moi, je suis quand même obligée
parce que mon terrain est pas, enfin notre exploitation où est-ce qu'on est situé, les prairies ne sont pas assez riches pour finir les animaux en extérieur et sur les prairies. Donc on va rajouter de l'alimentation à base de lin qui va apporter, c'est vrai, une couleur de gras qui va être jaune, puisque en fait, nous, notre particularité sur l'exploitation, c'est qu'on fait naître, on engraisse, on tue et on fait consommer à la ferme auberge et on vend aussi à d'autres restaurateurs. Donc c'est vrai que depuis qu'on a ce cheminement, on a vraiment essayé différentes rations pour adapter et avoir la meilleure qualité possible à la fin pour le consommateur. Alors justement, Michel Duru, on parle de plus en plus du lin dans l'alimentation animale. On connaissait ses capacités à produire de la fibre, on a tous des vêtements en lin, mais honnêtement, les animaux peuvent digérer facilement des graines de lin. C'est des graines. Il faut rappeler qu'il y a deux types de lin. Il y a le lin fibre qui sert à faire les vêtements et le lin oléagineux donc qui sert notamment pour l'alimentation des animaux. Et ça date d'une vingtaine d'années qu'on a découvert l'intérêt vraiment du lin, son impact donc sur la teneur en bons acides gras pour tous les produits animaux. C'est valable pour les œufs, la viande, le sujet du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que le lin, c'est l'aliment qui enrichit le plus la composition en oméga 3. Alors l'oméga 3, il y a toute une famille, il y a ce qu'on appelle l'acide alpha-linoléique, c'est ce qu'on trouve dans l'huile de colza par exemple. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a les dérivés de cet acide. Je donne que les abréviations parce que les noms sont compliqués. Oui, s'il vous plaît. L'EPA et le DHA, qui sont des acides gras à très longue chaîne. Ce sont qui ont la plus grande vertu pour toutes les maladies dont j'ai parlé. Donc si on consomme les huiles, on n'a pas ces acides gras à longue chaîne, alors que l'animal alimenté à l'herbe, et surtout s'il est complémenté en lin, on a ces très bons acides gras qui sont importants pour la santé. Donc Sonia est en train de doper ses animaux à l'EPA. Oui. Nous venons d'en apprendre une... En quelque sorte. En quelque sorte. Johan Lanoé, vous avez développé la marque Le Bœuf de nos régions. C'est bien ça, expliquez-nous cette démarche et comment ce label, on peut appeler ça un label ou une marque, intègre justement la qualité de l'alimentation de ces bœufs. Alors, Bœuf de nos régions, c'est une CCP, donc Certification Conformité Produit, qui a été créée suite à 15 ans de recherche avec justement l'INRA. Et donc, ce cahier des charges, aujourd'hui, c'est 700 éleveurs répartis sur toute la France avec environ 20 000 animaux engagés. Et donc, le critère principal de ce cahier des charges comporte sur l'alimentation, où on demande que justement, du sevrage à l'abattage, 80% de la matière sèche ingérée par l'animal soit de l'herbe, alors soit pâturage, soit conservé, donc en rubanage, foin ou en silage. Et ensuite, au niveau de la complémentation, on demande, on a une liste d'aliments référencés, justement pour les 3-4 derniers mois de finition, qui sont les plus importants, où on préconise une ration à base de pulpe, luzerne et justement de lin. Donc tous les jours, le lendemain de l'abattage, chaque carcasse est contrôlée et on va vérifier justement si l'éleveur a bien appliqué le cahier des charges, parce que ça se voit tout de suite sur la tenue du gras, la couleur du gras, et automatiquement on a plus de 90% des animaux qui correspondent à la filière, et donc justement les éleveurs vont toucher une plus-value supplémentaire à partir du moment que la carcasse correspond au cahier des charges. Sachant que ce cahier des charges n'est pas parti du producteur vers le consommateur, mais bien l'inverse. Ça a été bien fait en concertation avec l'INRA, les bouchers et le consommateur. Donc là, on est sec avec ce type de carcasse, ce type de viande, on va correspondre au marché français. D'accord, donc c'est vraiment une vraie spécificité. Donc j'aimerais poser la question à Sonia Anmich. Est-ce que vous pourriez intégrer ce cahier des charges? Parce que j'ai l'impression qu'elle correspond bien à vos critères. Et est-ce que vous également, vous avez un cahier des charges précis dans votre élevage? Alors pourquoi pas intégrer. Après, c'est juste une question de négociation de prix, hein, de carcasse. Ensuite, nous, concernant on a un peu les mêmes objectifs, c'est-à-dire alors, le plus qu'on fait, je dirais, par rapport à leur cahier des charges, c'est sur la maturation de la viande. Nous, on va un petit peu plus loin dans le process, c'est-à-dire que nos carcasses, on les laisse vieillir au minimum 21 jours avant de les découper, et je pense que ça fait vraiment une différence. Après, je ne sais pas ce qu'en pense le boucher, mais moi, je pense que ça fait vraiment une différence dans la qualité. La viande a besoin de maturer.
Bah alors justement, Philippe Auguin, je vous laisserai répondre à la remarque de Sonia. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la cuisson pour ces viandes? Est-ce qu'il va falloir la cuire différemment qu'une viande d'un animal qui n'aura pas été élevé à l'herbe? Bah, un animal élevé à l'herbe, si vous voulez, en général, on tue des animaux mûrs. Donc on a une viande de qualité et au point de vue cuisson, ça se ressent et surtout au point de vue gustatif et tendreté. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut bien, on a trop tendance à l'heure actuelle à manger des viandes trop fraîches. Bon, alors je trouve que ce que Madame a dit, c'est tout à fait justifié. 21 jours, la viande se détend et après on peut la manger en de bonnes conditions. Oui, donc la maturation est importante pour la tendresse. Alors, ce que je vous propose, Philippe Auguin, c'est que vous nous avez amené une belle et grosse entrecôte, c'est bien ça? On la voit, elle pèse son poids. Je vous ai amené une entrecôte de l'élevage. Voilà. D'accord. Donc là, vous êtes dans une vache qui a fait 2 veaux, parce que moi, je fais de la viande mûre, donc j'adore travailler ce genre de produits, parce qu'après, on les nourrit comme il faut. Et normalement, tout se passe bien dans l'assiette après. Alors, on va voir ça parce que vous allez nous faire une démonstration de cuisson. Et après, je demanderai à Sonia de venir la goûter. Elle nous donnera son avis. Donc, pendant que Philippe Auguin va démarrer la cuisson de cette belle entrecôte, Michel Durouge, je voulais vous demander justement quelles sont aujourd'hui les recherches, les pistes de développement et les perspectives pour les nouveaux systèmes de pâturage, d'élevage, parce que vous travaillez sur tous ces systèmes de fourragers. Alors déjà, ce qu'il faut dire, on a vu sur le goût, j'ai parlé de l'aspect santé avec les acides gras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une viande à l'herbe, il y a aussi des différences dans les vitamines qui sont contenues. Hein. Donc il y a une dizaine de vitamines importantes qu'on trouve dans l'herbe. Et les vitamines A, vitamine B2, B2. Donc sauf une, toutes les vitamines sont en plus grande quantité quand il y a de l'herbe. D'accord, mais ces vitamines peuvent être directement mesurées par l'éleveur, par exemple, pour savoir si... Non, ça suppose... Non, mais maintenant, il y a suffisamment de références pour faire une différence entre un élevage à l'herbe ou pas à l'herbe. Donc ça, c'est à mettre au crédit de l'herbe. Alors, après, ce qu'il faut savoir aussi, on parlait d'herbe de prairie en général. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est aussi la nature de l'herbe. Et en général, les légumineuses, comme c'était dit, permettent d'avoir encore un meilleur bénéfice santé, donc en termes de vitamines, de polyphénols, donc qui sont des antioxydants dont nous avons besoin, et d'acides gras. Alors les légumineuses, qu'est-ce que c'est? On en trouve, c'est le trèfle blanc, le trèfle violet, la luzerne. Donc pour certaines, on les trouve dans les prairies dites naturelles, mais le plus souvent, pour qu'elles soient en quantité importante, il faut les semer dans les prairies, ou les sursemer dans les prairies temporaires, ou les sursemer dans les prairies naturelles, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc il y a une véritable gestion des prairies. Alors j'aimerais, avec Sonia Annemiche, parler du bien-être animal, parce que je crois que vous m'aviez expliqué que chaque vache a 1 hectare de pâturage. Oui, alors chez nous, bon, il faut dire que le potentiel agronomique de nos terrains sont quand même assez faibles. Donc nous, on a à peu près un petit peu plus d'1 hectare par bovin. C'est quand même important. Alors, on a plutôt tendance à critiquer les grands élevages. Je crois que vous avez autour de 300 bêtes, c'est bien ça? Exactement. Nous, on fait à peu près plus ou moins 300 vélages. Donc, ça veut dire que sur l'exploitation, on navigue entre 600 et 700 têtes. Et pourtant, nous sommes en extensif. Alors, moi, j'attirerais l'attention en disant qu'il faut bien faire attention au mode de production. Un mode de production ne dit pas, ne donne pas le nombre. C'est pas pour ça que vous avez beaucoup de bêtes que vous êtes en intensif. Nous, on a un certain nombre de bêtes, mais on est en extensif. Donc, c'est vraiment attaché une importante. Quand le grand public va dans les exploitations, il doit demander surtout comment on produit et pas le nombre de bêtes. Le nombre de bêtes ne fait pas le mode de production. Alors justement, vous avez développé une ferme auberge et vous faites également des visites des troupeaux, parce que je crois que vous et votre mari allez sur votre élevage tous les jours à cheval. Exactement, quand les vaches là, vont sortir au mois d'avril, Cédric, mon mari, va tous les matins, il va prendre son cheval et il va aller dans les troupeaux. Au lieu d'y aller en 4x4 ou à pied, lui, il fait sa tournée à 6 h du matin à cheval.
Très Et bien. on emmène aussi des cavaliers, s'il y a des cavaliers qui sont intéressés, des gens qui veulent vivre l'expérience, et ben c'est avec plaisir. Donc, nous sommes tous invités à aller à cheval. Alors, pendant que Philippe termine et vérifie la cuisson de son entrecôte, il nous reste encore 2 minutes avant que Sonia la déguste. Johan Lanoé, justement, comment voyez-vous l'avenir de ces filières françaises? Comment voyez-vous les perspectives de développement? On voit que l'attente du consommateur évolue au fil du temps et justement le consommateur est de plus en plus concerné par ce type de démarche de modèle extensif, nourri à l'herbe justement, où on sent qu'il y a un intérêt qui revient sur la viande de qualité. Donc il y a différentes possibilités pour le consommateur, il y a les labels, il y a les CCP, il y a le logo, la filière bleu blanc cœur aussi également, qu'on n'a pas cité. Bleu blanc cœur, c'est justement la filière là, c'est bien ça Michel Duru? Où il y a une garantie de résultat quant à la teneur en oméga 3 des produits animaux. D'accord. Et la manière d'y parvenir, c'est de donner des compléments en lin extrudés, ça veut dire qu'il y a un certain traitement, pour garantir cette teneur. D'accord. Mais pour les élevages bovins, donc pour produire de la viande bovine, plus vous donnez d'herbe, moins vous rajoutez de lin. Donc on peut avoir des systèmes Adapté. conventionnels avec beaucoup de lin, ou des systèmes plus extensifs à base d'herbe, avec un complément moindre, mais avec une teneur garantie en oméga 3. D'accord, alors je vois que Philippe Auguin est prêt. Nous allons assister à un test en direct et nous voulons les commentaires de Sonia. Alors Johan, si justement, parlez-nous des perspectives. Ah, attendez, je crois que Sonia a un commentaire, prenez le micro. Vous finissez. Alors Johan, pendant qu'il déguste, revenons sur les perspectives de développement et surtout ces nouvelles attentes des consommateurs sur la qualité de leur viande. Je pense qu'il est important de renouer le contact entre le producteur et le consommateur, qui aujourd'hui, le consommateur est en attente justement de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on leur donne à manger. Il a besoin de savoir que il y a une sécurité derrière l'aliment qu'il va consommer. Donc ensuite, on voit le consommateur va vouloir de plus en plus de bêtes locales, de type allaitant. Donc de allaitant, ça veut dire de race charolaise, limousine, blonde d'Aquitaine et autres. Et donc justement, je pense que votre modèle correspond tout à fait aux attentes du consommateur aujourd'hui et de demain. Oui, je pense que justement, Sonia, vous avez beaucoup de consommateurs qui viennent découvrir vos élevages. Quelles sont les questions qu'ils vous posent en priorité? Quelles sont leurs inquiétudes peut-être? Alors, ils sont vraiment très sensibles sur le mode de production et le bien-être animal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui les interpelle. Et aussi, ils ont vraiment une méconnaissance, même si je suis à la campagne et que j'ai quand même pas mal de clients qui viennent de la campagne, une méconnaissance sur les races. Et là, on a vraiment un effort à nous à faire en tant qu'éleveur, à expliquer, réexpliquer qu'il y a des races à viande, comment on les nourrit, etc. Et nous, sur l'exploitation, c'est vrai qu'on fait différentes portes ouvertes et je fais visiter l'exploitation régulièrement sur demande et c'est gratuit pour expliquer tout notre travail, aussi bien sur les rations et jusqu'à l'assiette, comment nous on travaille, comment on voit les choses. Alors, je crois savoir que vous avez rejoint l'équipe d'Agri Demain. Vous êtes ambassadeur de l'agriculture, c'est bien ça? Exactement. En fait, je rejoins Agri Demain parce que j'ai vraiment une volonté de vraiment faire connaître nos modes de production. Et je pense que l'élevage, il ira mieux en mieux connaissant nos modes de production et aussi en ayant une production de meilleure qualité. Alors justement, Michel Duru, quel est votre travail? Est-ce que vous pensez que la communication doit être améliorée justement pour cette problématique d'alimentation? On parle de plus en plus d'obésité dans nos... Ce qui est très important, je pense, c'est de prendre en compte plusieurs critères. Parce qu'on a l'exemple là, emblématique de la viande à l'herbe où ça peut être gagnant-gagnant pour l'environnement, la planète donc, et pour notre santé. Parce que la particularité d'un élevage à l'herbe, avec des prairies, c'est qu'on stocke du carbone. Donc les bénéficiaires, c'est le monde entier. Et pour celui qui consomme, donc il y a plus de vitamines et plus d'oméga 3. Par contre, ça peut être plus coûteux à produire. Et donc par rapport à toutes les difficultés qu'il y a actuellement en élevage, il y a un enjeu, je dirais, de consommer moins de viande. C'est les recommandations en moyenne, j'entends, de l'Agence de sécurité alimentaire. On propose 500 grammes
par semaine. Ce qui 500 convient- grammes de viande par semaine, c'est un maximum. Plus la volaille, sans D'accord. la volaille, voilà. Mais c'est le porc et le bœuf. Par contre, de consommer de la meilleure viande. D'accord. Mais Alors- ça suppose de mettre en place des filières et qu'il y ait un signe de reconnaissance. Et actuellement, ce signe de reconnaissance pour la santé, il n'est pas toujours mis en évidence. Pas suffisamment, en effet. Alors, on va revenir vers Philippe Auguin qui se prépare à déguster la viande, j'ai l'impression. À la partager aussi. Et à la partager. Alors, justement, Philippe, vous misez sur la qualité et vous pensez continuer encore 30 ans à justement informer vos clients sur cette qualité de l'élevage. Peut-être pas 30 ans parce que je commence à avancer dans l'âge, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, le client est un peu perdu dans tout ce qui se passe et je trouve qu'il faut bien l'informer, lui expliquer ce que c'est que l'élevage, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est compliqué et c'est une affaire quotidienne. Donc lui expliquer bien. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir qu'en effet la viande peut avoir le goût de nos prairies. Je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle émission de Semence Mag et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.